Merci beaucoup, mon père, cher Christophe. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureux d'être devant vous aujourd'hui. Je voudrais, en forme de... pour faire connaissance très rapidement et vous dire comment j'atterris ici, au fond, des choses de détail très rapidement, mais le livre qui a été cité, le XXIe siècle du christianisme, est le fruit de travaux menés dans le cadre de la Fondation pour l'innovation politique qui a été mentionnée. Et donc, je ne suis pas l'auteur du livre, effectivement, je suis comment on dit, le directeur ou l'éditeur, j'ai fait une introduction. Et je vous dis ça parce que mon think tank, c'est un think tank que je dirige, comme on dit, mon think tank, depuis que je m'en occupe, j'ai publié presque 50 notes sur le fait religieux. Depuis 2009. 50 notes sur le fait religieux. C'est frappant parce que là, on a fait beaucoup de choses sur le christianisme, les origines chrétiennes de la RSE, etc. Bon, on a publié. Alors, ce qui me frappe, c'est que, un, on est les seuls à faire ça, un peu curieux. Et deux, quand on le fait, ça rencontre un écho, alors c'est modeste, hein, parce qu'on est petit, mais ça rencontre un écho relativement à ce que nous faisons, très important. Bon, je vous dis, c'est un indicateur. Par exemple, on a fait une série sur l'islam, ça s'appelle Valeurs d'Islam. On a réuni ça dans un livre, qui est paru au PUF. Pouf, aussitôt, tout a été vendu. Alors, les droits vont à la fondation, hein, je précise. De toute façon, c'est pas des fortunes, vous savez, quand on vend des livres, c'est pas des fortunes. Là, on a fait le 21e siècle du christianisme dans une autre édition que celle-là, ça c'est l'édition de poche. Ça a été un petit best-seller. Vous voyez ? Je vous le dis parce que c'est des choses qu'il faut savoir. Et du coup, les éditions du CERF ont fait une édition de poche. Ça répond. Vous voyez ? On envoie un petit signal, ça répond. Et je suis largement incité, objectivement, à poursuivre des travaux sur la question religieuse. Islam, on a traité, on continue. Moi, je cherche beaucoup, enfin, c'est pas le sujet, donc je passe. Et dans ce cadre-là, on a aussi beaucoup traité la question de l'antisémitisme. Ce qui est une façon de parler de sujets religieux, bien sûr. Et donc, moi, j'ai fait beaucoup d'études d'opinion sur l'antisémitisme, comment on le documente, etc. Ce qui m'a amené à faire beaucoup de conférences sur ces études. Et ça m'a toujours amusé, donc je vous le dis, c'est à la fois amusant, et puis il y a une dimension qui est tragicomique, mais je vous livre ça, et puis après je vous dis mon propos, mais je partage ça avec vous, c'est amical si vous voulez, hein, comme échange. Quand je fais une présentation des résultats devant un auditoire de juifs, ils m'écoutent, ils me disent c'est intéressant, parce qu'en gros on sait ça, mais on ne savait pas à ce point-là, ou pas avec ce détail-là, merci, etc. Bon. Et quand je le fais devant un auditoire de non-juifs, ils me disent « Vous êtes juif ?» Et je dis « Je suis catholique. Je suis catholique. » Mais alors pourquoi vous faites ça? Alors ça, c'est le tragicomique. Mais je vous assure que c'est fascinant. Mais pourquoi vous faites ça puisque vous n'êtes pas juif? C'est fascinant, ça. On connaît bien ce problème-là. Hein. C'est comme, récemment, un ami juif, après le 7 octobre, me disait, quand ses voisins lui disaient le matin « Bon courage ». On est un peu tous là, etc. Bref, passons. Donc voilà, donc ce sont ce genre de choses. Mais je comprends aussi que, et là j'en reviens au sujet, je comprends aussi que tous nos concitoyens, et moi je mets plus dedans sans difficulté, hein, savent pas trop comment faire avec tout ça. On a perdu l'habitude de parler de religion, vous savez bien. Hein. Alors ici, vous savez plein de choses. Moi, je fais probablement partie de ces catholiques qui... J'ai jamais oublié ça, j'ai jamais laissé tomber. Je suis d'une famille, du côté de ma mère, très très pratiquante. J'avais une grand-mère qui était une sainte. On a des gens comme ça dans nos vies. Hein. C'est extraordinaire. Donc, on ne peut pas oublier. Ça nous fait entièrement. Hein. Ça me fait aujourd'hui entièrement, comme hier, etc. Je ne quitterai jamais cette figure dans mon esprit. Mais malgré tout, bon, on a tendance un peu à oublier ou à laisser. Puis après, on revient. Et puis quand on revient, on se dit, mais ça ne peut pas être que moi. Moi, je crois que ce n'est pas que moi. Je pense que ce que j'éprouve s'éprouve.
Je ne vois pas pourquoi ce que j'éprouverais serait singulier. Il y a des singularités, mais bon. Et donc, il y a une sorte de... Quand j'ai fait mon cours à Sciences Po, par exemple, introduction à la science politique, que j'ai commencé hier à Sciences Po, devant les petits, comme je les appelle, ils ont 18 ans, ils sont très demandeurs, ils sont tout un amphi, il y a 600 personnes, ils sont tout jeunes. Je vais faire 24 séances d'1h30. Il y a une séance, il y a deux séances je sens qu'il se passe un truc avec eux. Il y en a une que je fais sur les religions. C'est nouveau, je fais ça depuis quelques années. Et là, je sens qu'il y a un truc. On le sent, vous savez. Et l'autre, c'est sur les élites. Mais vous savez pourquoi? Non, mais je pense que vous vous trompez, si je puis dire. C'est-à-dire que ce qui est très touchant, c'est que ces jeunes gens, dans la société d'aujourd'hui, ne savent même plus si c'est bien ou pas d'être à Sciences Po pour faire partie des élites. Parce qu'il y a des discours complètement contradictoires, où d'un côté, on vous dit il faut faire partie des meilleurs, c'est bien, bravo, et puis tout d'un coup, vous appartenez aux meilleurs, vous êtes des privilégiés, on vous accable déjà de reproches. Bon, donc, nous sommes un peu perdus. Hein. Et en écoutant l'intervention de Monseigneur là, à l'instant, je disais, je pense que vous accepterez cet exercice. Encore une fois, moi je vous dis ça de manière très amicale. Je n'ai pas le savoir que vous avez, je m'intéresse beaucoup, bien sûr. Je suis politologue, j'étudie la société française, la société mondiale aussi, comme je le peux. Mais j'ai recomposé entièrement mon propos en écoutant Monseigneur dans le dialogue. C'est vraiment ce que j'ai fait. Donc j'ai bricolé tout ce qui a été affecté dans mon raisonnement initial par ce que j'ai entendu. Et je trouve que c'est parfait. Hein. Donc ça veut dire aussi que ça peut être un peu chaotant. Donc c'est... Mais ça n'a pas, c'est pas que ça n'a pas d'importance, mais c'est que c'est tout à fait... j'espère que ce sera supportable. Donc, je partage ça avec vous, très sincèrement, en remerciant beaucoup de me permettre de le dire. Une chose qui ne vous étonne pas, vous, mais qui étonne tous les auditoires où je l'explique, y compris dans des cercles restreints de personnes très informées et ou de personnes qui ont beaucoup de pouvoir, en France, je parle de la France, hein, quand je leur dis, savez-vous qu'il n'y a jamais eu autant de croyants sur cette planète qu'aujourd'hui? Ouais. Oui, ça vous étonne aussi? Oui, non. Alors, jamais autant. Alors, il y a un effet un peu trompeur qui est comme la population n'a jamais été aussi nombreuse, mais ça, je laisse de côté, ça. Parce que c'est un effet, je dirais, c'est un artifice ou un truc. Ouais. Mais par contre, la religion, les croyances, se développent démographiquement beaucoup plus vite que l'incroyance, si je peux le dire comme ça. Hein. D'accord ? Le taux de fécondité des femmes qui ne déclarent aucune affiliation religieuse est de 1,6. Le taux de fécondité des femmes qui déclarent une affiliation chrétienne est de 2,3. 2,3, oui. 2,6 pour l'affiliation musulmane. Et donc, par des raisons que l'on explique, hein, à la fois des raisons de pauvreté, ce qu'on appelle les risques sociotropiques. Les démographes expliquent ça, il y a des travaux passionnants là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut être entouré d'enfants pour assurer sa sécurité. Il y a d'autres facteurs, évidemment, que vous connaissez, mais je ne veux pas développer ce point. Et le résultat, c'est que, mais comme ce phénomène s'observe aussi dans nos sociétés à nous, hein, le résultat, c'est que la planète, démographiquement, non seulement se peuple, mais devient objectivement de plus en plus croyante. Et évidemment, la centralité de la figure familiale dans toutes les grandes religions explique aussi ce résultat, hein, indépendamment des éléments sociologiques sur le risque sociotropique, etc. Donc, la réalité, c'est que notre pays, la France, qui est vraiment, de ce point de vue-là, moi, ce pays, je l'aime beaucoup, mon pays, c'est mon pays. Il m'amuse aussi parfois, je le trouve même touchant,
Parce je crois que c'est un peu fini maintenant, mais il a longtemps été persuadé que le monde devenait athée. Oui. Comme nous. Parce que nous sommes, le monde l'est. Vous voyez, c'est espèce de... Bon, c'est un peu l'orgueil national, c'est un coq qui nous représente dans cette espèce de... Et donc, eh bien, pas du tout, c'est même le contraire. Et nous allons devenir ce que le monde est. C'est ça qui va nous arriver. Moi, j'en suis sûr. C'est pas une vision, hein, c'est démographique. Donc, la France et les Français sont en train de vivre, en France, le retour du religieux, et parfois vous l'entendez dire, dans le monde, le retour du religieux, mais il n'est pas parti. C'est marrant, ça, hein, cette espèce de toujours d'application. En France, le religieux fait retour. Il y a de plus en... D'ailleurs, on le sait. Alors, c'est assez... Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, je ne l'ai pas mesuré, donc je ne suis pas sûr de la mesure, mais je dirais qu'il me semble à l'oreille que c'est surtout un retour connoté négativement parce que c'est des conflits interculturels. Hein, les questions, en particulier dans les relations avec l'islam, mais aussi sur la question, par exemple, des origines chrétiennes de l'Europe, ou les questions touchant à l'avortement, à différents sujets de ce genre. On a l'impression que, ça c'est même plus qu'une impression, hein, la religion, quand elle se manifeste, peut être projetée, rejetée sans discussion. Il est très difficile d'avoir une discussion sur certains sujets, comme vous le savez, sans être aussitôt dépeint comme une personne dépourvue de sensibilité, etc. etc. Enfin, c'est tout cela et c'est très impressionnant. Moi, ça rend ma participation à la discussion très difficile. Parce que dans la société actuelle, je ne suis pas le seul, tout le monde, dans la société actuelle, vous pouvez être propulsé dans un monde épouvantable parce que vous avez émis un propos, etc. Donc ce sont des éléments... Moi, je crois que c'est le point où nous en sommes là. Sur la fin de vie, c'est quasiment pareil, hein, sur la fin de vie. D'ailleurs, tout à l'heure, on avait un témoignage en direct d'échanges qui n'ont pas lieu là-dessus, ou qui ont du mal à avoir lieu. Mais nous, on va publier 2 notes sur la fin de vie à la Fondation. On est très, très inquiet de l'évolution du débat, du passage. Et donc, on va publier 2 notes là-dessus. Et... Il m'est arrivé d'en parler un peu dans certains cénacles. Il y a des réactions qui sont parfois fortes. Hein. Donc c'est un sujet à mais je vois bien que les gens ne savent pas comment s'y prendre, ne savent pas comment faire, moi non plus. Hein, donc c'est tout à fait, je me mets dans le lot. Et donc nous vivons dans un pays qui devient de plus en plus maladroit. Hein, maladroit. Malheureux aussi, je pense. Hein, maladroit, malheureux. Hein. Je ne suis pas sûr de pouvoir le dire correctement, donc je ne vais rien dire. Pourtant, ça me touche, il faut que j'en parle, mais je ne sais pas comment faire. Vous voyez, cette espèce de... J'ai peur de... qui a malentendu. Voilà, c'est très frappant. Donc, du coup, je préfère me retirer. Hein, Et nous ne sommes pas... Nous sommes... nous fûmes la fille aînée de l'Église, et nous sommes aujourd'hui, je pense... D'après ce que j'ai regardé, dans les pays qui sont quand même, qui se ressemblent, c'est-à-dire les pays démocratiques, je n'ai vu qu'un autre pays aussi laïcisé que nous, la République tchèque. Partout ailleurs, c'est beaucoup plus religieux que nous. Même en Europe, hein. Bien sûr aux États-Unis, hein. Dans le genre, mais bon, hein. C'est très particulier parfois, hein. Mais c'est profond, c'est répandu, c'est important. In God we trust, quand même, sur les billets de banque, quand même. Donc, voilà. Donc, nous sommes une exception. On ne l'a pas vraiment su, et on est en train de cesser d'être l'exception. Donc, ça va évidemment être un choc. C'est un choc lent, mais profond, et qui va produire, s'il n'est pas traité, si nous n'en discutons pas, pas avec des gens comme vous, enfin il faut le faire, mais ce que je veux dire, c'est une discussion générale. Il va y avoir beaucoup de souffrances, et même des choses qui peuvent mal se passer. Il faut absolument en parler. Il faudrait que ce soit... par exemple, vous voyez, moi je suis malheureux du fait qu'il y a... Alors je vais dire des choses, vous allez comprendre pourquoi c'est hypersensible et stupide en même temps. Il y a
des émissions qui parlent de religion sur CNews. Eh oui, mais bon, mais il n'y en a pas plus que ça, il n'y en a pas beaucoup ailleurs, voire pas du tout. Mais quand il y en a sur CNews, pour les raisons que vous savez, aussitôt la religion est embarquée dans un discours terrible, et donc c'est plutôt rien que ça. Il faudrait voir. Bon, déjà, est-ce qu'il ne peut pas y avoir de la part de tous les médias un souci, et non pas simplement de la croix ou je ne sais quoi, un souci de parler davantage de la religion qu'on ne le fait aujourd'hui, pour guider, pour aider, c'est pas... Et la religion, si elle est présente dans le monde, elle se manifeste. Et ça, c'est mon point de jonction avec le propos que j'ai trouvé lumineux qu'on a entendu sur Ecclésiam-Swan. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment très, très profond et très parlant. Ça faisait écho à tout ce qu'on peut dire par ailleurs dans un autre domaine, que je vais essayer de présenter ici rapidement. Mais il y a un autre monde que celui qui est évoqué en général et qui est très important, de plus en plus important, c'est le monde numérique. Dans le monde numérique, la religion est partout, ultra présente. Ultra présente. Vous êtes presque aussitôt au contact des religions, et de toutes les religions. Il y a tout, n'importe quoi, bien sûr, mais vous avez tout. C'est pas du tout un monde laïcisé. Pas du tout. Je considère pour ma part, c'est une hypothèse que je présente, enfin, que j'évoque dans l'introduction au livre sur le christianisme, je considère que c'est déjà en soi, et c'est pas forcément une bonne nouvelle, hein, je ne le présente pas comme une bonne nouvelle, c'est déjà en soi une sortie de la séparation. Dans le monde numérique, il n'y a pas de séparation du politique et du religieux. Et c'est une dimension qui peut être redoutable. Tout est pris, tout est entremêlé. Et donc, en écoutant, je me disais, comment échapper à un certain monde, le monde numérique, que j'appellerais, j'imaginais ça en écoutant le propos précédent, hein, donc ça vaut ce que ça vaut, mais le monde numérique que j'ai appelé le monde global, et entrer dans le monde que j'ai appelé le monde entier, le monde palpitant. Entrer dans le monde. Moi, j'ai entendu ça, mais comment je fais aujourd'hui pour entrer dans le monde ? Puisque j'ai devant moi une médiation, un obstacle, qui est le monde global. Ça ne nous est jamais arrivé. C'est un fait technologique. Et c'est terrible, parce que c'est une illusion, le monde global, qui me dispense de me demander si j'entre en relation avec le monde. J'y suis tous les jours, d'un clic, une vidéo, tout ce qu'on veut, etc. Et donc une sorte de défi à la possibilité d'entrer en relation avec le monde, puis dans le monde. Donc moi je pense qu'il va falloir distinguer quelque chose, peu importe les mots, vous pouvez en choisir d'autres évidemment, mais en tout cas quelque chose qui serait d'un côté le monde global et numérique et de l'autre côté le monde entier et palpitant. Quelque chose comme ça. Mais curieusement, si je prends ces mots, je ne sais pas si ce sont les bons mots, je m'aperçois que ça m'amène à mettre d'un côté l'immatérialité, monde numérique et global, et de l'autre côté la matérialité, le monde palpitant. C'est étrange parce que c'est comme si nous étions à front renversé là. Alors que, bon, le corps mystique, enfin, l'immatérialité était plutôt de ce côté-là. Hein. Et je me dis que ça va constituer une difficulté. À la fois la nécessité de ne pas se tromper
sur les apparences. Le monde global numérique n'est pas le monde entier palpitant, si je veux le dire comme ça, mais encore une fois, il faudrait peut-être changer les mots. Et l'immatérialité numérique ne doit pas m'aveugler ou m'égarer sur ce qu'est l'immatérialité, si je puis dire. Alors ça devient un peu compliqué parce que je ne sais pas volontaire, mais ça crée une confusion. L'immatérialité réelle, si je peux dire. Vous voyez, authentique. L'immatérialité authentique, faudrait-il dire, probablement. De la même façon, se connaître soi-même, ça n'a jamais été aussi difficile dans ce monde numérique. C'est une tragédie pour nos jeunes. Moi, je considère que, moi j'ai 63 ans, je considère que j'ai eu la chance, comme je vous l'ai dit, j'étais un élève qui avait besoin d'être aidé, et j'ai heureusement trouvé des personnes pour m'aider dans ma scolarité, qui était très problématique. Et parfois, je me suis dit, mais quelle chance aujourd'hui d'avoir ces outils, etc. En fait, non. Pour moi, je sais que ça aurait été fatal. J'ai eu la chance de ne pas avoir ces outils numériques. Je suis ruthénois, j'ai la bibliothèque de Rodez, bibliothèque municipale. Il manquait beaucoup de choses, évidemment. Mais cette espèce de limite, probablement participe de ce qui m'a aidé. L'immensité du tout, mélangée en plus, sans hiérarchie, c'est terrible. C'est terrible. Et je crains que ce soit... mes travaux sur démocratie et réseaux sociaux m'amènent à dire, c'est pas le sujet, mais je dis d'un mot, m'amènent à considérer, c'est terrible, parce que quand je pense ça m'effraie moi-même, mais je ne vois pas comment le penser autrement. Le système actuel, c'est-à-dire le numérique, les réseaux sociaux, c'est antinomique avec les réquisites de la politique démocratique. C'est antinomique. Ça n'est pas un progrès. Il y a des dimensions de progrès. Hein. Je ne sais pas le sujet, je ne détaille pas. Hein. Il y a des dimensions de progrès, il y a des choses réjouissantes, hein, sur l'ouverture, sur l'accès, etc. Mais en réalité, c'est ce qui va rendre impossible la démocratie. Nous ne nous en relèverons pas. Aucun régime démocratique ne résistera à ce régime médiatique s'il n'y est pas mis bon ordre. Je le dis au passage. Impossible. 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 Donc, il y a cette espèce de difficulté. Comment voulez-vous, c'est se connaître soi-même, comment voulez-vous dialoguer dans ce monde numérique qui vous assigne à des positions? Vous savez que les algorithmes, hein, c'est-à-dire les mécanismes informatiques, hein, repèrent par vos choix, c'est calculé par des machines très puissantes, etc. Ça se fait en même pas une seconde. On fait votre profil et on vous sert des produits, des images, des idées qui correspondent à ce que vous avez coché avant. Donc voilà, si c'est le plus terrible, mais ce modèle se répand. Le plus terrible, c'est TikTok. Mais ça se répand maintenant sur Instagram, et je le vois même arriver sur X, c'est-à-dire Twitter. C'est-à-dire que vous commencez à manifester votre intérêt simplement en cliquant sur quelque chose, message, vidéo, scolaire, et on vous en sert à la peine. C'est terrible. C'est impossible de se connaître soi-même comme ça. Impossible de se connaître mutuellement. Mais vous êtes enfermé là-dedans ensuite. Et sachez que pour modérer le web et les réseaux sociaux, c'est-à-dire pour éviter que ça dégénère, parce que si on ne fait rien, ça dégénère. C'est terrible, ça, quand même. Pour modérer, ils ont trouvé une solution très simple, qui est de nous séparer. Nous sommes avec ceux qui pensent comme nous. Et donc, moi, au début, j'étais admiratif de moi-même. Je me disais, mais c'est incroyable, tout ce que je dis est approuvé. Tout le monde pense la même chose que moi. Tout le monde me dit bravo, d'accord, etc. Et j'ai bon, très bien, nous avançons. Hein. Non, c'est pas ça du tout. Hein. C'est que vous êtes mis avec les mêmes que vous. Et ceux qui pensent exactement le contraire pensent exactement la même chose d'eux-mêmes. Bravo, on avance, hein, dans une direction complètement opposée. On ne se rencontrera que dans la vie réelle.
et ça se passera très mal. Vous voyez? C'est ce qui finit par arriver comme le 6 janvier 2021 au Capitole, aux États-Unis. Ça, ça déborde, on sort des réseaux numériques, et on va dans la vie réelle, vous avez des corps physiques. Moi, j'ai étudié ce fait que, depuis l'invention de l'imprimerie, tout l'effort qui a été fait a été de séparer les corps physiques de l'expression des opinions. Je ne vais pas développer ça ici, ce n'est pas le sujet, mais c'est très important. Tout l'effort a été dans ce sens-là. Faire que les opinions soient désincarnées, mises dans des articles, dans des livres, voyez, dans des affiches, à la rigueur, mais dans des conditions très particulières, parce que quand vous mettez une affiche dans la rue, discussion qu'il y avait au XIXe siècle, parmi les parlementaires, si vous collez une affiche sur un mur, les gens s'attroupent pour la lire. S'ils s'attroupent, c'est une foule. Si c'est une foule, ce sont les corps qui s'agglutinent, qui commencent à se déchaîner, parce qu'ils sont d'accord ou pas d'accord, enthousiastes, pro ou contra, et donc on n'est plus dans le corps absent. Au contraire, on le convoque. Et donc voilà, eh bien, là, on a cette espèce de... C'est pas le seul cas, le Capitole. Je vous en donner un autre qui est très impressionnant. Ça déborde, ça devient incarné, on va physiquement au Capitole et on tente de prendre d'assaut les institutions. Parce que vous pensez, comment voulez-vous que les Trumpistes dialoguent avec des anti-Trumpistes? Zéro chance. Tout est fait pour que... Parce que c'est des moteurs de recherche, ça, hein, vous savez probablement. Hein. Plus vous avez une opinion radicale, plus vous aimantez alentour, et plus vous aimantez alentour, donc des gens qui viennent hein, et qui répliquent, plus le système vous met en valeur parce qu'il voit que vous attirez des flux pour, au bout, vous mettre une annonce publicitaire. Et donc le système, vraiment, est terrible de ce point de vue-là. Donc on a ce processus. Le deuxième exemple que je voulais vous donner, c'est... ça s'est fini de manière dramatique dans ce qu'il y a de plus incarné. C'est lorsque Charlie Hebdo a publié les caricatures du prophète Mahomet, ils ont le droit, moi ça m'a vraiment fasciné ça, ils ont le droit de le faire en droit français. C'est un droit. On peut dire ça me fait rire, ça me fait pas rire, ou alors ils poussent, tout ce qu'on veut, ils ont le droit. Ils l'ont fait. Sauf qu'aujourd'hui, quand vous le faites aussi sur le web, inévitablement. Et donc vous avez l'humanité avec ses droits différents. Et pour les musulmans, c'est l'offense suprême, donc c'est la guerre. Quand vous voyez que Charlie Hebdo, dans le cadre du droit français, publie des caricatures, et qu'au Pakistan, on se met à brûler, à détruire, à manifester avec une rage incroyable contre Charlie Hebdo, vous vous dites, mais là, qu'est-ce qui est en train de se produire, en fait? Vous voyez? Cette espèce d'inclusion dans des systèmes de régulation qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui nous amènent à nous resituer, comment on peut faire. Le Danemark a réintroduit le délit de blasphème, hein, parce qu'il y avait des gens qui brûlaient le Coran, etc. C'est pas le sujet non plus, mais voyez, on passe du numérique, parce que le numérique, brûler le Coran, on s'en fiche, si vous voulez. Pas nous, bien sûr, hein, mais si vous le mettez en vidéo sur le web, alors là vous enflammez le monde. Hein. Donc cette espèce de montée en intensité, d'organisation, de séparation et puis de confrontation dans la vie réelle, tout d'un coup, hein, parce que nous sommes quand même dans cette vie réelle, a produit avec Charlie Hebdo, comme vous le savez, finalement, le massacre de la rédaction. Voilà, par des terroristes qui se revendiquaient de l'islam, etc. Donc ça marche pas tout à fait la séparation hein, des mondes, je veux dire. Hein. Mais par contre, sur la possibilité de se connaître soi-même, cela devient de plus en plus difficile. J'ajouterai un élément qui concerne nos jeunes. Et c'est... Je
ne sais pas comment vous faites, monsieur, quand vous vous occupez des jeunes dont vous vous occupez précisément. Moi, je suis toujours un peu dans le désarroi quand je vois mes étudiants, tout jeunes, ils ont 18 ans. Hein, et je leur dis tout le temps, je l'ai dit hier, c'était le premier cours, je dis tout le temps, soyez rigoureux, ne vous abandonnez pas sur les réseaux sociaux, ne lâchez pas le livre physique, ne cessez pas d'écrire à la main, c'est très important ça. Hein, bon. Et je leur dis, parce que c'est vrai, je leur dis, je sais bien que ça ne va pas avoir beaucoup d'effet ce que je vous dis, mais sachez que c'est dramatique, je leur dis que ça n'est pas d'effet. Essayez d'y réfléchir, ça doit avoir, c'est fondamental. On vous trahit, on vous ment, on vous abandonne, on vous délaisse quand on ne vous le dit pas avec force. J'ai mené à la Fondation, tout est sur le site gratuit, hein, en vérité même le livre, hein, il est gratuitement sur le site, les textes, hein, sauf mon introduction. Parce que je me suis dit après qu'il fallait quand même que j'en fasse une, c'est pour ça. Mais les éditions du Cerf, je leur ai dit, parce que j'étais honnête à les éditions du Cerf, je leur ai dit, je veux bien, je serais heureux de publier chez vous un livre comme ça, avec toutes ces études, mais elles sont gratuitement sur le site. Ils m'ont répondu, mais les discours du pape aussi. Et nous les éditons, et ils s'en vendent beaucoup. Donc, c'est amusant ça aussi. Bon, c'est le livre, c'est la question du livre. Et donc, voilà, se connaître soi-même, les jeunes gens se mettent en scène. Alors, je ne sais pas dans quelle proportion, bref. Mais on a mené une étude avec ma fondation, plus d'autres fondations que je dois citer, la fondation Gabriel Péry, qui est proche du Parti communiste, et la fondation qui s'appelle le Fonds Action Addiction, qui est une fondation qui travaille beaucoup sur les addictions. On a mené une étude, il y a quelques années, une grosse étude d'opinion sur des jeunes de 14 ans à 29 ans, avec différentes tranches d'âge, sur les parents de ces jeunes, sur des parents qui n'ont pas des jeunes de cet âge-là, bref, sur la pratique de l'écran. Et c'est absolument vertigineux. Déjà, c'est il y a 4, 5, 6 ans, 7 ans, à cause du Covid, il faut que j'ajoute 2-3 ans, comme chaque fois, 6 ans. Mais c'est vraiment tout à fait vertigineux. Parce que les jeunes nous disent passer 8 à 9 heures par jour. Et c'est il y a quelques années. J'ai vu récemment une étude aux États-Unis auprès des 18-30 ans. 48% répondaient passer à peu près tout leur temps sur les réseaux sociaux. La formule était à peu près tout le temps. Il y avait différentes tranches. Et ceux qui répondent à peu près tout le temps, c'est 48%. Donc ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité. Je suis désolé de dire ça parce que c'est toujours un peu une formule en poulet, mais c'est vrai, on n'a jamais eu cette relation-là, hein, sans arrêt, avec comment se connaître soi-même dans ces conditions, et d'autant plus que d'être pour un jeune sur le web, c'est aussi être soumis à une terrible discipline de la valorisation de soi, comparativement aux autres, etc., etc. Donc on s'invente des identités, on s'invente des qualités, on ne voit pas cette chose-là, etc. Bref, voilà, c'est très difficile aussi de se connaître soi-même pour cette raison-là. Au fond, je dirais là que nous entrons dans un monde... Je n'avais pas réfléchi à ça avant d'être ce matin avec vous et d'écouter le propos qui a précédé le mien. Donc je vous le dis très simplement. Mais je trouvais que c'était particulièrement pertinent, eu égard à l'importance du texte qui a été commenté avec les Amswam, et eu égard à ce qui se met en place du point de vue technologique. Je vous indique aussi, parce que ça peut être utile, que l'humanité est en train de passer entièrement à l'écran. C'est-à-dire que aujourd'hui, on arrive au numérique par le téléphone portable, beaucoup plus que par ordinateur, et que le taux d'équipement en téléphone mobile à l'échelle de la planète a dépassé les 50%. On est plutôt autour de 60%, et on voit assez vite la possibilité que tout humain
et d'un accès direct au web, hein, notamment grâce aux satellites que multiplie en particulier Elon Musk, mais d'autres. Hein, et c'est aussi des bonnes nouvelles, parce que ça permet d'avoir du service, de l'information, etc. C'est ça l'ambivalence. Si ce n'était pas ambivalent, nous n'en serions pas là, bien sûr. Hein. Mais ça veut dire que nous allons être de plus en plus dans cette espèce de numérisation de notre existence. Et d'une certaine manière, je dirais, en reprenant une formule verbatim qui a été prononcée tout à l'heure, je poserai la question, comment saisir l'Église telle qu'elle est? Et mon commentaire serait, jamais aussi probable, perceptible qu'aujourd'hui, l'universalité n'a jamais été aussi palpable qu'aujourd'hui. Le concept d'humanité, par exemple, qui restait, je dirais jusqu'à la fin du XIXe siècle, un pur concept, hein, philosophique, religieux, profond, clair aussi. Hein. Désormais, il est une réalité présentable. On la voit, l'humanité. On la voit. Les Jeux Olympiques qui vont avoir lieu bientôt, c'est là que nous allons battre, comme d'habitude, le record du nombre de personnes qui, au même moment, sur la planète, vont regarder la même chose. On va atteindre peut-être 3 à 4 milliards d'humains qui, au même moment, vont regarder la même chose. Vous voyez ? C'est pas malheureux, c'est pas une mauvaise nouvelle, mais vous voyez, c'est pour indiquer ces espèces de moments où ça crante, hein, dans une intégration de la multitude réelle, hein, dans une communauté de pensée, d'intérêt, d'attention, ici. Et donc, nous n'avons jamais été à ce point au contact de cette humanité réelle et, comment dirais-je, évidemment, en même temps, l'idée qui vient à l'esprit, c'est que cette figure immatérielle de l'humanité réelle s'interpose et rend plus difficile que jamais l'accès à l'humanité authentique, si je peux dire. Peut-être que c'est authentique, il faudrait ajouter. Comme tout à l'heure je l'ai fait, ça peut être utile ici. Donc voilà, cette même chose pour l'exercice de la conscience. Hein. Je me dis, au fond, comment y parvenir dans cet univers-là. Nous sommes, en tant que nation, la France, peuple, nation, culture, avec cette histoire à laquelle, tout à l'heure, il était fait référence, à travers les caractéristiques que le pape François attribuait à l'esprit français. Hein, nous sommes les héritiers d'une très longue histoire, qui a eu un rapport sinueux, sophistiqué, extrêmement entrelacé avec l'immatérialité et la matérialité. Parce qu'on a été très religieux, on a aussi une grande tradition théorique dans tous les domaines. On a aussi participé à la formalisation scientifique du monde. On a aussi été un peuple très matérialiste, notamment dans cette dernière séquence de la sécularisation, la laïcisation, où la matérialité semblait avoir l'empire en quelque sorte. Et là, nous nous retrouvons, en particulier nous Français, et nous nous retrouvons confrontés à une immatérialité dont nous ne sommes pas les maîtres, parce que ce ne sont pas des plateformes françaises, ce ne sont pas, même si on y a contribué par nos ingénieurs, etc., ça ne marche pas comme ça ne marche pas depuis ici. Donc c'est une immatérialité dont nous ne sommes pas les maîtres, dans quoi nous sommes pris plutôt, et même nos gouvernants n'arrivent pas à la réguler, même en s'y mettant à plusieurs à l'échelle de l'Europe. Donc cela nous échappe. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, nous sommes confrontés, comme je vous le disais en commençant, en tant que Français sécularisés, laïcisés, au retour du religieux en masse. Vous avez à l'esprit comme moi, il y aurait beaucoup de... Je vous en ferai grâce, mais on pourrait l'illustrer de choses très concrètes. Hein. Vous avez à l'esprit comme moi ces parents catholiques, peut-être pas pratiquants, peut-être pratiquants, j'en sais rien à dire vrai, mais dont ils disaient eux-mêmes, il y a quelques années, que tout d'un coup, ils ont vu que leur fille, leur fils partaient, convertis à l'islam, faire le djihad. Voilà la religion qui fait retour.
Et comment ça s'est passé? Dans sa chambre. Vous voyez? Dans sa chambre. Dans ma région, l'Occitanie, à Lunel. Lunel, qui est une des communes qui a envoyé le plus de djihadistes. Mais Lunel, c'est incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? On se dit, je sais pas, peut-être on me dirait Grenoble, Lyon, Marseille, je sais pas, moi, bêtement, je me dirais, oui, je peux comprendre. Lunel? Eh bien oui, mais toutes les chambres sont connectées sur le monde. Il n'y a plus d'en dehors du monde global. Je ne peux plus être en dehors. Je ne peux être que dedans, mais pas actif, pris dedans. Je ne suis que pris dedans. Encore une fois, par rapport à ce qui a été dit précédemment, c'est comment je me réapproprie ma propre autonomie, distance, liberté, dans un monde que je ne peux pas quitter en quelque sorte, dont je ne peux pas me débarrasser, et qui me prend comme dans ses filets. D'ailleurs, on parle du net, dans ses filets. Donc je suis dans une situation que personne n'a connue, et que si je suis un jeune, j'ai besoin qu'on m'aide là. Parce que si c'est pour me dire, moi aussi j'ai été jeune, pas comme ça. Pas du tout comme ça. Moi j'appartiens à la génération qui, quand elle était jeune, a fait ce que faisaient les jeunes depuis toujours. De la bicyclette, à partir du moment où on avait inventé la bicyclette, du foot à partir du moment où on avait inventé le foot, etc. Vous voyez, les choses... voilà. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et là, il y a une sorte de... Comment dirais-je, de situation de grande difficulté à laquelle il nous faut être sensible. J'ajouterai à ce point, je vais terminer là-dessus pour ne pas être trop long, mais ça va aller, je termine là-dessus. La question dont j'ai cité ça, la question des algorithmes. Les algorithmes, ce sont des programmes informatiques, c'est du code. Donc, ce sont des ingénieurs qui écrivent des programmes qui produisent des effets intentionnels, en général, conscients ou pas. Inconscients, ce sont des biais liés à la mentalité, à l'esprit de celui qui a créé le code. Par exemple, il peut y avoir des biais, on a tous des biais, donc on ne s'en rend pas compte, mais quand on fait du code, le biais dont on ne se rend pas compte, ça devient une mécanique qui produit des effets, y compris dans le monde réel. Par exemple, il peut y avoir des biais racistes, il y en a eu, donc on les cherche, qui se glissent dans le code, ou des biais sexistes, ou des biais, etc. Bon. Mais, laissons de côté ce problème réel des biais possibles, ce qui est intentionnel n'est pas moins problématique, puisqu'on fait du code pour organiser des regroupements et des séparations, on fait un tri pour éviter, comme tout à l'heure je le disais, que ce soit la foire d'empoigne. Mais du coup, le monde dans lequel je me trouve, presque obligatoirement, on ne peut pas demander à un jeune de parler sur Internet. Il peut tenter le coup, mais c'est difficile. Hein. Moi j'ai un grand-fils, quand il était jeune, c'était déjà il y a longtemps, et Internet se développait, mais on arrivait encore à négocier sans problème, sur des points des temps limités, pour des projets, des sujets précis. Enfin, on tenait ça. Mais moi, je ne sais pas comment je ferais aujourd'hui. J'ai vu dans ma famille, moi, des petits qui étaient à table avec leur téléphone, et quand on leur disait « tu fais pas ça, on est en famille à table », ça ne se fait pas. Je voyais la petite, d'ailleurs, qui faisait tomber sa serviette et qui allait sous la table pour continuer. Au bout d'un moment, elle ne remontait pas. Je me disais, sous la table avec le téléphone pour poursuivre encore. Ben, c'est dingue. C'est de l'addiction. Hein. Ça a été montré. C'est une addiction. C'est la dopamine, etc. Bon, moi, je ne suis pas non plus spécialiste de ça, mais on m'a bien expliqué ça quand on faisait l'étude sur les addictions. Et donc, je suis dans ce monde, c'est irrésistible. Hein. Je ne peux pas rester à l'extérieur de ce monde-là. En même temps, dans ce monde, je suis dans un monde qui m'empêche d'accéder au monde authentique. C'est une affaire quand même colossale. Hein. L'algorithme ne me guide pas. Ce n'est pas un guide. Il m'oblige. Il ne discute pas.
l'algorithme ne dialogue pas avec moi, l'algorithme. Hein. Il m'oblige. Et même l'algorithme, son accomplissement, et ça se passe tout le temps, c'est de ne pas se voir. Il est invisible, il est impossible de prendre ses distances avec. Et donc, je suis pris dans un réseau qui me conduit là où il estime devoir me conduire pour les raisons qui sont les siennes, mais sans me le dire, et évidemment sans me permettre du coup d'en avoir conscience. Et conséquemment, je pense que l'on peut dire là que je suis objectivement dans ce que les marxistes appelaient l'aliénation. C'est une aliénation pure et parfaite. J'appartiens à un autre, parfaitement. Et donc, ce monde immatériel, numérique, qui s'est interposé entre chacun de nous, et de plus en plus avec l'âge, les jeunes générations, etc., et le monde entier, authentique, palpitant, est un monde qui est organisé, je suis désolé de le dire comme ça, pour, enfin en tout cas, qui, en conséquence, au moins en conséquence, pour ne pas préjuger un plan quand même, mais en conséquence, ne permet pas aux individus d'en prendre conscience et donc de chercher à s'en extraire. Ça ne nous est jamais arrivé. Et c'est dans ce monde-là que nous avons plongé et que chaque année qui passe, nous plongeons un peu plus. Ça n'est pas alarmiste ce que je dis là, c'est une préoccupation que j'éprouve fortement et je crois que nous aurions intérêt à en parler beaucoup. J'observe que les politiques n'osent pas en parler parce qu'ils ont très peur d'être en porte-à-faux avec la jeunesse. Imagine-t-il ne pas être en porte-à-faux avec la jeunesse? Je ne sais pas comment ils font pour se renseigner, mais ils n'ont plus à voir avec la jeunesse. Hein. Même quand ils sont jeunes, hein, ça va très très vite. La politique, c'est malheureusement. Hein. Et donc la difficulté de trouver des interlocuteurs pour agir en ce sens. Et je termine par ça, parce que je me suis dit au fond, à la question « Quel est le temps requis par le web ? Qu'est-ce qu'il attend de nous ?» comme mise à disposition d'une partie de notre temps, vraiment la réponse c'est tout notre temps. Tout notre temps. On peut changer d'activité sur le web, mais s'il vous plaît, ne sortez pas du web. Et donc vous allez peut-être voyager par l'hypermédia, hein, d'un article à une vidéo et d'une vidéo à un réseau social ou que sais-je, mais tout notre temps est requis sur le web. Hein. Et on l'observe autour de nous, ça. Hein, j'ai imaginé, j'ai changé, ce n'était pas tout à fait mon propos, mais j'ai imaginé que par ce dialogue avec l'intervention précédente, peut-être ceci pouvait vous être utile. Et donc je suis heureux d'en discuter avec vous.